Montesquieu, dans l'Esprit des lois, livre 11, chapitre 6, a dit, dans une société, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir de faire la loi, il y a le pouvoir d'exécuter la loi, et il y a le pouvoir de juger les manquements à la loi. Comme tout homme, dit Montesquieu, qui a du pouvoir et porté à en abuser, il faut séparer le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'exécuter la loi et le pouvoir de juger les manquements à la loi. Le pouvoir de faire la loi, ce sont les députés. Le pouvoir d'exécuter la loi, c'est le gouvernement. Et le pouvoir de juger les manquements à la loi, ce sont les juges. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, c'est le général de Gaulle, résistant de la première heure, auréolé de la gloire de la reconquête du pays, qui gouverne la France. Le 13 octobre 1946, la nouvelle constitution est acceptée par référendum à une très courte majorité. La 4e République vient de naître. Les élections législatives du 10 novembre suivant voient une chambre composée de 618 députés, dont 183 sont communistes et apparentés, soit presque 30% des sièges. Porté par la vague patriotique, le Parti communiste français recueille les fruits de sa longue lutte dans la résistance et devient ainsi le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Gouverner la France devient alors compliqué, car les voix sont réparties assez équitablement dans 3 grands partis, de telle façon qu'à gauche comme à droite, il est quasi impossible de trouver une majorité, même en s'alliant à un autre grand parti. L'Assemblée nationale est élue par le peuple au suffrage universel. Le peuple élit aussi de façon indirecte le Conseil de la République. Ces 2 assemblées élisent le président de la République qui désigne son gouvernement. Il y avait les démocrates chrétiens, le MRP, il y avait le Parti communiste et il y avait le Parti socialiste. Ces 3 grands partis, mais à eux seuls, ils ne faisaient pas la majorité absolue. Et donc il fallait des petites partis qui fassent la pointe pour qu'il y ait un gouvernement. C'est d'ailleurs la raison de l'instabilité gouvernementale sous la 4e République, qui était ce multipartisme et cette impossibilité d'appuyer un gouvernement sur une majorité cohérente. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. Les années d'après-guerre sont marquées par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Le 26 décembre 1945, le franc est dévalué de près de 66%, notamment par rapport au dollar et à la livre sterling. Cette modification de la parité du franc par rapport aux principales devises étrangères est due au bouleversement de l'économie française pendant la guerre. Le 28 décembre 1945, le gouvernement est obligé de rétablir les cartes de pain, réglementant la quantité de pain pouvant être achetée par les Français. Cette mesure fait suite à une brusque augmentation de la consommation de pain, à laquelle les importations de blé n'ont pas fait face. Pendant encore plusieurs années, la situation reste difficile. Les produits pétroliers et les denrées de première nécessité restent contingentés. La situation des pays européens est telle que le plan Marshall est lancé le 5 juin 1947 afin de financer la relance des économies, principalement en Europe de l'Ouest. L'industrie française se reconstruit peu à peu, mais les problèmes en France ne sont pas seulement économiques. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, partout dans le monde, la décolonisation s'accélère. En 1945, avec Ho Chi Minh, le nationalisme vietnamien relève la tête. Après plusieurs mois de négociations manquées, l'insurrection éclate à Hanoï le 20 décembre 1946 et enflamme tout le pays. La guerre d'Indochine commence.
Elle va durer presque 7 ans. Après 53 jours de combats acharnés, et malgré une résistance héroïque, le camp retranché de Dien Bien Phu tombe le 7 mai 1954. Les soldats français assiégés déposent les armes et partent en captivité. C'est la fin des espoirs français en Indochine. C'est aussi la première défaite coloniale d'une grande puissance européenne. La raison et la paix l'ont emporté. Le 21 juillet 1954, le nouveau président du Conseil, Pierre Mendès France, signe les accords de Genève, mettant fin définitivement à la guerre d'Indochine et laisse face à face les deux Vietnams, communiste au nord et libéral au sud. Mais la 4e République n'en a pas fini avec la décolonisation. À peine la guerre d'Indochine est-elle terminée que l'Algérie s'embrase. L'Algérie, c'est quoi? L'Algérie, d'abord, c'est un territoire qui est colonisé par la France en 1830. On n'est pas dans une colonie, on est dans un département. Les événements éclatent sous la 4e République. Et je rappelle d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur qui envoie l'ancêtre des gardes républicaines, donc l'ancêtre des CRS, sur place pour rétablir l'ordre, c'est François Mitterrand. Le 1er novembre 1954, porté par le précédent des tractations sur les indépendances marocaines et tunisiennes, et dans l'euphorie de la défaite française de Dien Bien Phu, des attentats terroristes revendiquant l'indépendance sont organisés dans toute l'Algérie et font de nombreux dégâts ainsi que plusieurs morts et blessés. La Toussaint sanglante marque le début de la guerre d'Algérie. Ça se passe très mal. Je vous dirais que au Maroc, ça ne s'est pas passé très bien au début. Mohamed V a été exilé à Madagascar. On a mis un fantoche à sa place. Bon. Et la guerre d'Algérie a éclaté à ce moment-là. Bon. Et ensuite, on a assoupli la politique à l'égard du Maroc devant la catastrophe algérienne. On pouvait se mener une bataille sur tous les fronts. L'année 1955 voit la situation se détériorer peu à peu et le 12 avril 1956, le gouvernement de Guy Mollet est obligé de faire appel au contingent. La classe 1953 est rappelée et acheminée vers les ports du sud de la France. Durant les premières années du conflit, le FLN ne va pas cesser de se renforcer. Utilisant à la fois la ferveur nationaliste et la terreur ou la menace, les dirigeants du FLN enrôlent de plus en plus d'hommes. Le 31 janvier 1957, suite à un mot d'ordre de grève générale à Alger lancé par le FLN et à la recrudescence des attentats lancés depuis la Casbah, le ministre résident et gouverneur général Lacoste confie au général Massu et à la 10e division parachutiste la pacification de la capitale. La bataille d'Alger est commencée. Elle est gagnée dans les mois suivants. Et la capitale retrouve le calme, mais déclenche en métropole une vive polémique contre la torture et les méthodes expéditives des paras de Massu, pour qui la fin justifie les moyens. Le 9 mai 1958, devant l'ampleur grandissante des troubles dans le pays, le général Raoul Salan, commandant en chef des forces françaises en Algérie, envoie un télégramme au président René Coty, exprimant sa totale opposition à tout abandon de l'Algérie française. Le 13 mai, il y a une énorme manifestation des Français d'Algérie à Alger, sur la grande place du Forum. Et ces Français, tout simplement, ont une revendication alors très simple, c'est qu'ils ne veulent pas du nouveau Premier ministre, du nouveau président du Conseil que la France veut mettre à la tête du gouvernement, qui s'appelle Pierre Pflimlin. Il a également un drôle de nom. Et ce Pierre Pflimlin, il a la particularité de s'être prononcé en faveur d'une solution négociée pour l'Algérie. Il n'a pas prononcé le mot d'indépendance. Il a juste dit solution négociée. Mais ça sous-entend que l'on pourrait mettre un terme à la guerre en Algérie en trouvant une solution qui plaise aux indépendantistes, c'est-à-dire à terme l'indépendance. Ça, tous les Français, la communauté française d'Algérie qui vit là depuis des générations, qui aime ce pays, qui est attaché, ne peut pas le supporter. Donc, cette manifestation a lieu et cette manifestation déborde. C'est-à-dire que finalement, on en arrive à prendre de force le bâtiment du gouvernement général, c'est-à-dire le bâtiment où se trouvent les services qui représentent la France en Algérie. Et donc, on a une insurrection qui se met en place en Algérie, face à laquelle le gouvernement français ne sait pas trop quoi faire. Informé de la nouvelle, le gouvernement à Paris, totalement affolé, donne les pleins pouvoirs civils et militaires sur place au général Salan. Devant le manque d'enthousiasme suite à sa nomination, celui-ci délègue alors la conduite de la crise au très populaire général Massu, favorable aux thèses de l'Algérie française.
Nous célébrons aujourd'hui un acte significatif qui est la désignation du comité de salut public de l'Algérie et du Sahara. Paris continue à ne pas prendre de décision, s'empêtrant dans un va-et-vient parlementaire inutile et ne parvenant pas à résoudre la crise. Le commandant en chef de l'Algérie, qui s'appelle le général Salan, appelle le général de Gaulle au pouvoir. Il dit « notre seule solution, c'est le général de Gaulle ». Alors voilà, là c'est la rencontre entre un contexte compliqué, douloureux, et le général de Gaulle, qui pour l'instant a joué une carte tout à fait habile, c'est qu'il s'est mêlé de rien. Il n'a rien fait connaître de son opinion, il est parfaitement au courant que depuis des mois et des mois, certaines personnes à Alger font tout pour essayer de le propulser au pouvoir. Il y a même des rumeurs qui disent qu'un vrai putsch militaire est prêt à foncer sur Paris depuis Alger pour porter de Gaulle au pouvoir. Le 15 mai, comme son nom est cité, il doit se prononcer. Et il se prononce et il dit qu'il est prêt à assumer les pouvoirs de la République s'il le faut. Le 19 mai 1958, lors d'une conférence de presse, il est interrogé sur cette situation sans précédent et sur sa capacité à ne pas déraper vers un pouvoir personnel. Sa réponse fuse immédiatement. « Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Le 25 mai 1958, c'est la Corse qui à son tour échappe au contrôle du gouvernement, coupe toute communication avec Paris et augmente encore le sentiment d'insécurité et d'inquiétude de la population de métropole. En Algérie, la situation évolue encore dangereusement. De jeunes officiers pressent le général Salan de déclencher le plan Résurrection, prévoyant une intervention armée en métropole, autrement dit un coup d'État militaire. Le 27 mai 1958, De Gaulle publie un communiqué dans lequel il dit « J'attends des forces terrestres, navales et aériennes présentes en Algérie qu'elles demeurent exemplaires sous les ordres de leur chef. » En 1958, la 4e République était à bout de force et le président de la République de l'époque, René Coty, constatait lui-même qu'il ne trouvait plus dans les hommes politiques de la majorité à l'Assemblée nationale des personnalités capables de devenir président du Conseil, selon les termes de l'époque, de rassembler une majorité, de gouverner efficacement, d'autant qu'il y avait la guerre d'Algérie qui minait complètement la politique française de l'époque. Le même jour, les ministres modérés du gouvernement démissionnent et entraînent avec eux la chute du cabinet Pflimlin. L'intervention du général semble maintenant être le dernier recours possible. Le 28 mai 1958, plus de 100 000 personnes défilent dans une grande manifestation à Paris sous la bannière du Comité d'action et de défense républicaine. Parmi ses opposants hostiles à une prise de pouvoir par le général se trouvent des hommes comme Pierre Mendès France, François Mitterrand et Jacques Delors. Devant cette crise majeure, la vacance du pouvoir et le risque de voir le pays s'enfoncer dans le chaos et la guerre civile, le président René Coty se décide après réflexion à faire appel officiellement au général de Gaulle. Le 31 mai 1958, De Gaulle est reçu par le président René Coty, qui lui demande de former un gouvernement pour sortir de la crise. Après avoir consulté les présidents des deux assemblées et les principaux chefs de parti, à l'exception notable des communistes, il donne enfin son accord pour prendre en main le sort du pays. Et le 1er juin, De Gaulle est élu, il est investi président du Conseil par l'Assemblée nationale. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il est le dernier président du Conseil d'une république qu'il détestait, la 4e République, qu'il trouvait absolument incapable de gouverner. Il en est le dernier président du Conseil et c'est lui qui va tourner la page vers la 5e République. Conscient des erreurs passées et désireux d'y remédier, De Gaulle, dès le 3 juin 1958, fait voter une loi par 350 voix contre 161, autorisant une révision constitutionnelle et demande donc au gouvernement de travailler au texte d'une nouvelle constitution. On a décrié un peu trop la 4e République parce qu'on ne sait pas, on regarde trop l'instabilité institutionnelle et les chutes permanentes de gouvernement et on oublie qu'elle a produit de très grandes choses. Premier élément, la reconstruction du pays
c'est-à-dire le retour au niveau de production de juste avant la guerre, se fait en 3 ans et non pas en 6 comme de 1919 à 1925. Donc c'est plus rapide et c'est mieux fait. Deuxièmement, la 4e République assure en fait le début d'une décolonisation à peu près complète et sans drame, à la seule exception de la guerre d'Algérie. Elle a eu du mal avec l'Indochine, partout ailleurs. Une grande loi de M. Gaston Defferre de 1956 permet l'arrivée à l'autonomie très large de la plupart de nos anciennes colonies, et ça va se traduire par des indépendances qui seront reconnues et acceptées au début de la 5e République. C'est une affaire énorme. De la même façon, c'est aussi la 4e République qui lance l'affaire européenne. Le traité de CECA, Communauté européenne des charbons et de l'acier, et celui du marché commun sont rédigés, sont négociés et signés par la 4e République. Dès son entrée en fonction, De Gaulle s'emploie à ramener le calme et à désamorcer la crise, tant en métropole qu'en Algérie. Du 4 au 7 juin 1958, il part en Algérie et y reçoit un accueil triomphal. Il est 19h, le 4 juin 1958. De Gaulle apparaît au balcon tendu de tricolore du siège du gouvernement général à Alger. Il prononce alors un discours célèbre qui prend le nom de discours d'Alger. On remarquera d'ailleurs pour l'histoire que jamais, à aucun moment dans ce discours qu'il prononce, au palais, sur cette grande place à Alger, jamais il ne dira que l'Algérie doit rester un département français. Il joue bien évidemment sur une ambiguïté, il ne promet rien dans ce discours, il dit simplement « je vous ai compris » et on dit, l'histoire raconte que il est avec son gendre à l'époque à Alger, donc, qui est à l'époque colonel, le colonel de Boissieu. Il dira d'ailleurs à son gendre « je ne leur ai rien promis ». Bras tendus en V, De Gaulle recueille les acclamations de la foule enthousiaste. Son discours éclipse totalement les hommes du 13 mai, Raoul Salan, Jacques Massu, Jacques Soustel et Léon Delbecq. Devant la grogne des chefs, il prononce un nouveau discours à Mostaganem. Cette fois, le mot est lâché. Vive l'Algérie française. Ce sera cependant la seule fois que ces mots seront prononcés par De Gaulle et avec une certaine réticence. De Gaulle, que je ne connais pas, dit Mao, est certainement un patriote français, et peut-être même un nationaliste. Il a un héritage, l'Algérie. Il tient à le conserver. Mais attention, il a une ambition plus grande. Il veut que la France quitte le protectorat américain, que la France rejoue un très grand rôle dans le monde. Et la France ne pourra pas jouer ce rôle tant qu'il y aura la guerre d'Algérie. Pour terminer cette guerre, des négociations sont débutées en mai 1961 par les représentants du gouvernement français et du gouvernement provisoire de la République algérienne. Elles aboutissent le 18 mars 1962 par la signature des accords d'Évian, suivis dès le lendemain par l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Cette problématique algérienne, De Gaulle la résoudra, si je puis dire, par un moyen qui peut être contestable, mais qui reste le moyen le plus légitime, qui reste le référendum. Dont la question simplifiée est « Acceptez-vous, comme le prévoient les accords d'Évian, que les habitants de l'Algérie se prononcent sur leur indépendance ?» 90% des votants répondent « oui ». Le 1er juillet a donc lieu en Algérie un référendum d'autodétermination dont la question simplifiée est « Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France ?» 99% des votants ont répondu « oui ». Le 16 juin 1946, lors d'un discours à Bayeux, il condamne fermement le régime des partis et prononce un violent réquisitoire contre les institutions de la 4e République. Il insiste plus particulièrement sur le rôle du président. Le discours de Bayeux est pour beaucoup le véritable acte fondateur de la 5e République. Toutes les idées évoquées lors de ce discours sont reprises, analysées et développées dans la future Constitution. Il charge pour cela un homme de faire le principal travail de rédaction. Cet homme, c'est Michel Debré, qui est nommé garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice. De Gaulle, comme il a fait son discours de Bayeux en 1946,
avait déjà en gros écrit la Constitution dans sa tête. Donc il avait des idées très précises. En revanche, il a trouvé en Debré quelqu'un qui a porté et partagé sa pensée. Donc il y a eu une vraie complicité entre les deux hommes, parce que Debré a été vraiment le fer de lance dans cette rédaction de la Constitution. Il voyait le général de Gaulle tous les jours, ils discutaient ensemble des différents textes. Mais dans la Constitution de la Ve République, quand on la lit, il y a deux parties. Il y a une partie qui concerne le président de la République, et là, on le voit bien, c'est l'inspiration de Gaulle. C'est lui qui a voulu, par souvenir de l'histoire, que ce soit un président qui ait une légitimité, une autorité, et que ce président puisse, s'il y avait un drame national, assumer, article 16, tous les pouvoirs de l'État. C'est lui qui a voulu qu'on permette au président de la République de soumettre au référendum cette cohabitation entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Ça, c'est l'inspiration de Gaulle, même si mon père l'a mis en forme. Et puis tout ce qui concerne les rapports entre le gouvernement et le Parlement, c'est l'inspiration de mon père, qui était un parlementaire très attaché au régime parlementaire traditionnel et au régime parlementaire britannique en particulier. Et donc tout ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé, c'est lui. Ils avaient, encore une fois, des idées claires sur les dysfonctionnements de la quatrième et des idées claires sur ce qu'ils voulaient pour la France, restauration de l'autorité de l'État. Ça s'est écrit en 2 mois, même pas, pendant l'été 58, et par un tout petit groupe de personnes. Parmi ces hommes, on peut citer notamment Guy Mollet, Pierre Pfilmelin, Louis Jacquinot, Félix Houphouët-Boigny, Antoine Pinay et Georges Pompidou. Fidèle à la pensée du général, désirant un État légitime doté d'un régime présidentiel fort, Michel Debré va imprimer sa marque dans la rédaction du texte. Il réorganise les rapports entre le président et le Parlement et s'attache à rationaliser l'organisation du travail parlementaire. Le 29 juillet 1958, le projet est soumis au comité consultatif constitutionnel présidé par Paul Reynaud. Il est ensuite soumis à l'Assemblée générale du Conseil d'État pour approbation. Le Conseil d'État donne à son tour son accord. Le 4 septembre 1958, le Conseil des ministres adopte en dernière lecture le texte définitif. Élu au suffrage indirect par les députés, les sénateurs, les conseillers généraux et les représentants des conseils municipaux, le président de la République choisit et nomme le Premier ministre, contrairement à un régime parlementaire classique où le Premier ministre est nommé par l'Assemblée. Le Sénat, quant à lui, est élu de façon indirecte par les députés, conseillers régionaux, généraux et municipaux. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, qui est également élue au suffrage universel direct, mais selon un mode de scrutin majoritaire. Ceci permet de dégager des majorités parlementaires stables. Les partis politiques n'appartenant ni à la gauche ni à la droite ne peuvent quant à eux très peu interférer dans la vie politique du pays. Reste maintenant à soumettre la future Constitution au verdict populaire des urnes par une consultation par référendum. Un référendum, c'est simplement, on pose une question à la population, on leur demande de s'exprimer sur une question, répondre oui ou non en général, et au vu de ça, l'exécutif se plie à la décision de la majorité. La précédente Constitution n'avait été approuvée que par une courte majorité de 53% au référendum du 13 octobre 1946, conférant ainsi une légitimité relative et contestée à la 4e République. Selon le mot célèbre de De Gaulle, un tiers des Français l'ont ignoré, un tiers l'ont repoussé et un tiers s'y sont finalement résignés. En revanche, le 28 septembre 1958, les Français consultés par référendum sur le texte de la future Constitution se prononcent massivement et favorablement à presque 80% pour l'adoption du texte définitif. De plus, la participation record est fortement en hausse par rapport au scrutin précédent et frôle les 85%. En Algérie, il y a eu 83% de votants et 97% des suffrages ont été des oui à la Constitution. L'espoir que De Gaulle trouvera une solution favorable au conflit algérien n'est certainement pas étranger à un tel score.
Seul le Parti communiste, les dissidents socialistes de la SFIO et quelques personnalités de gauche comme François Mitterrand ont appelé à voter non à cette constitution. La Constitution étant enfin acceptée par le peuple français, elle est promulguée le 4 octobre 1958 et son texte définitif est publié dans le journal officiel du lendemain, le 5 octobre. Elle entre en vigueur immédiatement. Elle comprend, après le préambule et le rappel de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 94 articles regroupés en 16 titres principaux. René Coty reste président de la République par intérim et De Gaulle président du Conseil en attendant les résultats des futures élections. Le 13 novembre 1958, le nouveau parti gaulliste, l'UNR, ou Union pour la Nouvelle République, créé le 1er octobre 1958, remporte une grande victoire aux élections législatives. De son côté, le Parti communiste français accuse une perte de près de 30% de son électorat. Alors, il y a deux étapes dans la manière dont est élu le président de la République. Au début de la Ve République, il est prévu que le président de la République soit élu par un certain nombre de notables, un rassemblement d'élus locaux, de représentants des grands corps de l'État, etc. Ça marche donc pour l'élection de 58, puisqu'en décembre 58, De Gaulle est élu président de la République de cette façon-là, avec 80% des voix de ce collège. Et puis, on sent bien que ça ne plaît pas vraiment à De Gaulle. Le 8 janvier 1959, à l'Élysée, en présence de Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, de Gaston Monnerville, président du Sénat, de Guy Mollet, secrétaire général du Parti socialiste SFIO, des corps constitués et des représentants du corps diplomatique, René Coty, dernier président de la 4e République, passe les pouvoirs à Charles de Gaulle, premier président élu de la 5e République. La 5e République est née. Elle dure encore aujourd'hui et vient de fêter ses 50 ans. Malgré plusieurs crises graves, elle offre l'exemple d'une stabilité et d'une modernité encore sans précédent. À tout ce qu'il y a d'imposant et d'émouvant dans cette cérémonie, je suis profondément sensible. Né à Lille le 22 novembre 1890 au sein d'une famille catholique traditionnaliste, il entre en 1908 après ses études secondaires à l'école militaire de Saint-Cyr. Il en sortira 4 ans plus tard, 13e de sa promotion. Mobilisé comme capitaine pendant la Première Guerre mondiale, il est blessé et fait prisonnier le 2 mars 1916 près de Douaumont. Pendant l'entre-deux-guerres, il poursuit sa carrière militaire et en mai 1940, il est colonel et commande la 4e division cuirassée. Le 5 juin 1940, il est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre par Paul Reynaud. Comprenant que la campagne de France est perdue, il s'envole pour Londres afin de continuer la lutte contre l'occupant allemand. Après le discours de Pétain le 17 juin 1940 et la capitulation des armées françaises, il lance à la BBC son célèbre appel du 18 juin 1940 et crée les Forces françaises libres. En juin 1944, De Gaulle est reconnu officiellement comme chef du GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. À la fin de la guerre, le général demeure un temps au pouvoir, mais il démissionne le 20 janvier 1946. Il faut bien s'imaginer qu'il a l'impression qu'on va le rappeler tout de suite. S'il quitte le pouvoir, c'est qu'il espère que tout d'un coup on va se rendre compte que son absence est insupportable et que sans lui on ne peut pas y arriver. Là, il s'est un petit peu trompé parce qu'il va falloir qu'il attende 12 ans. Il prononce ensuite, le 16 juin 1946, son célèbre discours de Bayeux, où il critique violemment les institutions de la 4e République. En 1947, il crée le RPF, puis reste éloigné de la vie politique. Il traversa ensuite une période qu'il a appelée sa traversée du désert, de 1953 à 1958. Les troubles en Algérie et plus particulièrement la crise d'Alger en mai 1958 le ramènent au pouvoir. Et puis, en août 62, il est victime d'un très grave attentat à cause de la guerre d'Algérie, puisque les Français d'Algérie lui en veulent terriblement d'avoir trahi leurs idéaux, d'avoir donné l'indépendance à l'Algérie. Ils ont fondé ce qu'on appelle l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, dont un des buts principaux est de tuer De Gaulle. Et en août 62, donc, il échappe de très très peu à un attentat au Petit Clamart. La voiture est criblée de balles. On ne sait absolument pas comment il s'en est sorti. Et
il prend cet événement comme un déclencheur. Il dit, écoutez, j'ai failli mourir, on aurait pu avoir un successeur, or, moi, De Gaulle, je pouvais être élu par un collège de notables, puisque j'avais une légitimité historique qui suffisait à assurer ma prestance et mon importance et ma légitimité. Mais mon successeur, il n'aura pas ce passé-là. Donc il faut qu'il ait une autre source de légitimité. Et la seule source de légitimité qui vaille, c'est d'être élu par tout le monde, par tous les Français. Et donc, il impose en 62, dès septembre, un mois après, l'idée de l'élection du président de la République au suffrage universel. Lors des élections présidentielles du 19 décembre 1965, les premières au suffrage universel direct, De Gaulle est réélu au deuxième tour avec 55% des voix contre 45 à son adversaire, François Mitterrand. Ébranlé par les émeutes de mai 68, le général donne le sentiment d'être déconnecté des aspirations de la jeunesse française. C'est un moment en effet très difficile pour De Gaulle, où je pense qu'il a commencé à douter des choses, peut-être pour la première fois, parce qu'en effet, il n'a pas maîtrisé, du moins au départ, ce qui se passait. Il voit cette agitation étudiante naître, et pour lui, c'est vraiment un chahut. D'ailleurs, il dit à ses ministres, bon, maintenant ça suffit, la récréation est terminée. En 1969, après l'échec du référendum sur la régionalisation et sur la réforme du Sénat, il considère ne plus avoir l'assentiment des Français. Il démissionne et se retire de la vie politique. Il décède le 9 novembre 1970. Né à Paris le 15 janvier 1912, Michel Debré, après des études secondaires brillantes au lycée Louis-le-Grand, obtient son diplôme de sciences politiques, puis devient docteur en droit à l'Université de Paris. Il intègre ensuite l'école de cavalerie de Saumur. À 22 ans, il est reçu au concours du Conseil d'État. Mobilisé en 1939 comme officier de cavalerie, il est fait prisonnier par les Allemands en juin 1940, mais parvient à s'évader en septembre. Il rentre alors au Conseil d'État et jusqu'au début de 1943 prêtera serment au maréchal Pétain et servira le gouvernement de Vichy. Mais en février, après l'invasion de la zone libre, il entre dans la résistance. De Gaulle le charge en 1945 d'une mission de réforme de la fonction publique, dans le cadre de laquelle il crée l'École nationale d'administration, la célèbre ENA. En 1957, il appelle violemment à la défense de l'Algérie française et demande le retour au pouvoir du général de Gaulle. En 1958, il devient garde des Sceaux et est chargé de diriger la rédaction de la nouvelle Constitution. De 1959 à 1962, il est nommé Premier ministre et malgré sa volonté de conserver l'Algérie à la France, fait rédiger et signe au nom de son gouvernement les accords d'Évian le 14 avril 1962, mettant fin à la guerre et consacrant l'indépendance de l'Algérie. En mars 1963, il se fait élire député de la Réunion et devient successivement de 1966 à 1973 ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères, puis ministre de la Défense nationale. Il décède le 2 août 1996 à Montlouis-sur-Loire. François Mitterrand est né à Jarnac le 26 octobre 1916. Il fait d'abord des études secondaires à Angoulême, puis s'installe à Paris pour étudier le droit et les lettres. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier par les Allemands et envoyé en Allemagne en 1940, où il reste 18 mois dans des stalags. Il décide de s'évader et regagne la France, où il travaille pour l'État. Fonctionnaire sous contrat, il travaille pour le gouvernement de Vichy, où il est nommé en 1942 au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre. Il est décoré un an après de l'ordre de la Francisque, médaille attribuée par l'État français en tant que marque spéciale d'estime du maréchal Pétain. Cette décoration lui sera beaucoup reprochée lors de sa carrière politique et fut sujette à de nombreuses polémiques. Puis il rejoint la Résistance et entre dans la clandestinité sous le pseudonyme de Morland. En 1946, il entre en politique et se fait élire député de la Nièvre. Sa carrière politique suit alors une ascension vertigineuse. Il assume ensuite plusieurs responsabilités ministérielles tout au long de la 4e République sous plusieurs gouvernements successifs. En 1958, il s'oppose violemment à la prise de pouvoir par De Gaulle. En 1964, il rédige le coup d'État permanent, un pamphlet contre le général et la Constitution de 1958.
En 1965, candidat de la gauche aux élections présidentielles, il fait barrage au général de Gaulle, qui doit attendre le deuxième tour pour se faire élire par une courte majorité. Au cours du 58e congrès de la SFIO à Épinay en juin 1971, François Mitterrand prend le contrôle du Parti socialiste et fédère ce qui sera appelé l'Union de la gauche. En 1974, lors des élections présidentielles, Valéry Giscard d'Estaing devance de peu François Mitterrand par 50,8% des voix contre 49,2% malgré le report des voix de gauche. Le 10 mai 1981, François Mitterrand se fait élire à la présidence sur la base d'un programme appelé les 110 propositions. Il devient le premier président de gauche de la Ve République. Il est facilement réélu en 1988 pour un second septennat. Malade, il se retire de la vie publique peu après la fin de son second mandat et meurt d'un cancer à Paris le 8 janvier 1996. Pierre Mendès France est né le 11 janvier 1908 à Paris. Élève brillant, il est bachelier à 15 ans et devient en 1928, après des études de droit et de sciences politiques, le plus jeune avocat de France. Il a tout juste 21 ans. Sa carrière politique est fulgurante. En 1936, il sera le seul député socialiste à voter contre la participation de la France aux JO de Berlin organisés par les nazis. Il est mobilisé comme officier des forces aériennes au Moyen-Orient en 1939. Incarcéré par le régime de Vichy, il s'évade le 21 juin 1941 et rejoint les forces aériennes françaises libres à Londres. Il est ensuite chargé par le général de Gaulle de représenter la France lors de la conférence de Bretton Woods, destinée à mettre en place les relations économiques d'après-guerre entre les États. Nommé ministre de l'économie et des finances du gouvernement provisoire à partir de septembre 1944, il est en désaccord avec le général sur les mesures économiques à prendre pour redresser le pays. Il démissionne le 6 avril 1945. Pierre Mendès France était un républicain, un démocrate, qui respectait le fait démocratique et qui respectait énormément De Gaulle. Lorsqu'il y a eu ces attentats contre De Gaulle, Pierre Mendès France a exprimé évidemment son soutien absolu au général. Il faut aussi dire que mon grand-père et De Gaulle ont toujours eu un respect mutuel extrêmement fort, notamment à travers ce qu'ils ont vécu durant la Seconde Guerre mondiale, où ils étaient quasiment des frères d'armes. Ils ont gardé un très très grand respect. Ce qui fait que même si mon grand-père a été très contre De Gaulle après-guerre et très contre la Ve République, il a toujours respecté l'homme de 1940, le grand De Gaulle, le personnage qui a forgé l'histoire de la France. Pierre Mendès France était un homme qui avait été formé vraiment dans l'esprit de la République, au sens le plus fort du terme, qui avait déjà commencé sa carrière d'ailleurs sous la Troisième République, et qui avait été extrêmement courageux pendant la guerre, à tout point de vue, et qui était devenu très rapidement une des figures marquantes de la gauche française après la guerre, dans la Quatrième République. Réélu après-guerre, maire, puis député, puis conseiller général de l'Eure, il continue sa carrière politique en combattant à l'Assemblée la participation de la France à la guerre d'Indochine dès octobre 1950. Après un bref passage dans un ministère du gouvernement Guy Mollet début 1956, il reprend la direction du Parti radical, mais le quitte peu après, accusant le parti de pencher de plus en plus à droite. Il était conscient des faiblesses du régime de la Quatrième République et donc de l'instabilité ministérielle. Il était favorable à des réformes, à ce qu'on appelait à l'époque un parlementarisme rationalisé, mais il ne voulait pas aller jusqu'à un changement de régime et notamment pas jusqu'à un président de la République trop fort, parce que très imbibé, très pénétré de culture historique française, il était très sensible au risque du pouvoir personnel, au risque du bonapartisme, alors que d'autres, comme François Mitterrand, considéraient que c'était des craintes qui étaient peut-être un peu anachroniques. Lors des événements de mai 68, il apparaît comme un des recours possibles en cas d'effondrement du régime. Aux élections législatives suivantes, fin 68, il est battu sous l'étiquette PSU. Pierre Mendès France s'éloigne alors de la vie politique. Peu après la victoire de la gauche, il décède le 18 octobre 1982.
L'article 16 permet au président de se saisir à titre exceptionnel de tous les pouvoirs en cas de crise grave, mettant en péril la souveraineté du pays ou le bon fonctionnement de ses institutions. La nécessité d'un tel article pour De Gaulle ne pouvait pas être remise en cause. Le président doit, en cas de crise majeure, être le recours ultime du pays sans avoir à rendre de compte. Cet article, ne définissant pas précisément ce qu'est une crise grave, pourrait être considéré comme une porte ouverte aux excès d'un exécutif fort. Le pouvoir exécutif est lui aussi doté d'un outil permettant un travail législatif plus facile. L'article 49 prévoit que le gouvernement peut éviter, dans le processus de création législatif, les longues navettes entre les deux assemblées. Il le fait en engageant directement la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Si les députés décident de repousser le texte de loi proposé, il est prévu qu'une motion de censure puisse être déposée. Lorsque le gouvernement a un texte important, il dit aux parlementaires, écoutez, vous faites des difficultés, eh bien je vais lier mon sort à ce texte. Alors, ou vous déposez une motion de censure pour me renverser, et à ce moment-là on discute la motion de censure, ou vous ne déposez pas de motion de censure, et à ce moment-là le texte est considéré comme adopté sans discussion. Si cette motion est votée par les députés, le gouvernement doit alors remettre sa démission au président. Dans l'article 11, le président de la République peut soumettre à un référendum populaire toute question concernant le fonctionnement des pouvoirs publics qui lui paraît nécessiter l'approbation de la population. N'oublions pas que toutes les réformes de la Ve République ont été massivement approuvées par le peuple français dans des référendums, parce que le peuple français venait de vivre, de 1945 à 1958, l'impuissance des autorités publiques. Néanmoins, les rédacteurs insistent bien sur le caractère exceptionnel d'une telle mesure, qui ne saurait être prise à la légère pour faire passer n'importe quelle disposition législative secondaire. L'article 12 donne au président le droit de dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui, en cas de crise grave, peut permettre de changer la donne à l'Assemblée. L'article 21, initié par Michel Debré, concerne l'incompatibilité d'un mandat parlementaire avec une fonction gouvernementale. Cet article était important dans ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé. Lorsque vous êtes député, vous ne pouvez pas être député, faire la loi et exécuter la loi. Donc si vous devenez ministre, eh bien cette fonction de ministre est incompatible avec la fonction de député. L'article 56 permet au président de nommer 3 des 9 membres du Conseil constitutionnel, ainsi que le président de ce même Conseil. Le Conseil constitutionnel n'est pas une troisième chambre. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour écrire la loi. Il est là pour dire au législateur, lorsqu'il fait une loi, attention, là vous ne respectez pas la Constitution. Là, vous ne respectez pas les grands principes des libertés publiques telles qu'elles sont héritées de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Autrement dit, en un mot, ici, au Conseil constitutionnel, nous avons une gomme, nous n'avons pas de crayon. Nous n'écrivons pas la loi à la place des députés et sénateurs, nous effaçons ce qui nous paraît, en notre âme et conscience, qui n'est pas conforme à la Constitution et aux principes des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Voté le 6 novembre 1962, après avoir été soumis à un référendum populaire le 28 octobre 1962, le texte de loi recueille plus de 63% de oui. Là, on est passé effectivement à une étape supplémentaire en 62, quand le général de Gaulle a mis sur pied, disons, l'élection au suffrage universel du président. Ça, c'est un point crucial, extrêmement important, et qui a été très très critiqué, notamment par mon grand-père. Et il désapprouvait cette élection du chef de l'État au suffrage universel. C'est même la première contradiction forte qu'il y a eu entre lui et moi. Parce que moi, j'ai approuvé, j'étais pour. Mais maintenant, compte tenu de la dérive médiatique, compte tenu du fait que les critères de choix s'éloignent de plus en plus
des problèmes de compétences et de capacité, parce que c'est des postes très lourds. Enfin, c'est une responsabilité extrêmement grave. Nous sommes embarrassés de problèmes de charisme, de beauté de l'image, de style et de critères qui relèvent du théâtre plutôt que de l'action politique. Et je commence à penser sérieusement que Pierre Mendès France n'avait pas tort. Ça a été un grand débat. Ça a été le grand débat de 1958. On l'a écarté pour d'autres raisons. On a écarté l'élection du président de la République au suffrage universel à cause de la citoyenneté française qui englobait tous les pays d'Afrique et de Madagascar. Et puis, tout ça a été écarté parce que l'élection du président par les parlementaires, on l'a bien vu sous la 4e, est le résultat de négociations, de compromis, de calculs qui fait qu'au final, l'homme n'a pas beaucoup de pouvoir. René Coty, élu après 13 tours de scrutin. Il ne faut pas oublier aussi que dans le passé, on a écarté Jules Ferry et Clémenceau car c'était des personnalités trop fortes. Et donc les parlementaires se mettaient d'accord sur une personnalité sans envergure. Les premières conséquences de cette nouvelle constitution apparaissent lors des élections législatives de novembre 1958. Les partis de droite, gaullistes et indépendants remportent 330 sièges de députés, s'assurant ainsi une confortable majorité de près de 60% à l'Assemblée et leur permettant de gouverner quasiment seuls. Le résultat est catastrophique pour les partis de gauche qui sont laminés, ne remportant que 143 sièges sur 552. L'extrême droite poujadiste disparaît de l'Assemblée nationale et les non-inscrits et députés d'Algérie remportent les 79 derniers sièges, renforçant encore la majorité gaulliste. La nouvelle Assemblée est donc l'outil parfait sur lequel Charles de Gaulle va s'appuyer pour gouverner sans obstacle majeur. Ces élections marquent aussi le début du déclin du Parti communiste français. En 200 ans, la France aura connu 5 républiques. La plus pérenne de toutes, la 5e, a su traverser les crises, tout en s'adaptant. Sa rédaction originale permet même la gestion du pays avec un président au pouvoir d'une sensibilité politique différente de celle de son Premier ministre, en cas d'alternance politique à l'Assemblée. Ce qui fut le cas lors des cohabitations successives de 1986 à 1988, 1993 à 1995 et de 1997 à 2002. Je ne suis pas certain que c'était vraiment prévu, que la cohabitation, elle était envisagée juridiquement, mais elle n'était pas vraiment prévue, que je sache, par la Constitution. D'ailleurs, que les choses soient claires, la cohabitation était d'autant moins envisagée qu'il n'y a pas eu d'alternance pendant de nombreuses années. Il aura fallu attendre quand même les années 80 pour qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une alternance. La cohabitation, on l'aura un peu plus tard. On a dit qu'elle ne durerait pas, cette nouvelle constitution. Et elle a 50 ans. Pourquoi a-t-elle duré ? Elle a duré parce que les constituants de 1958, pour rédiger notre nouvelle constitution, avaient parfaitement analysé les causes des dysfonctionnements de la Troisième et de la Quatrième République, qu'ils avaient beaucoup réfléchi à ce que pouvaient être les dispositions permettant la restauration de l'autorité de l'État, et troisièmement, qu'ils avaient voulu que le gouvernement ait une capacité à agir dans la durée. Et c'est ça la force de la Constitution de la Ve République. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 13 octobre 1946, une nouvelle constitution est acceptée par référendum à une très courte majorité. La Quatrième République est née. Porteuse des espoirs de l'après-guerre, elle est cependant une impasse politique. De plus, la fin des années 40 puis des années 50 sont des périodes difficiles pour la France. Le début de la guerre d'Algérie et la montée en puissance du FLN conduisent le pays au bord de la guerre civile lors du soulèvement d'Alger en mai 1958. Devant un pouvoir politique centralisé en métropole impuissant et moribond,
militaires et partisans de l'Algérie française se tournent vers le général de Gaulle. Le 15 mai 1958, celui-ci déclare « Je suis prêt à assumer le gouvernement de la République ». Le président René Coty fait alors enfin officiellement appel à lui, et le 1er juin 1958, de Gaulle est nommé président du Conseil et investi par les assemblées des pleins pouvoirs. Dès le 3 juin, il fait voter une loi autorisant une révision constitutionnelle. Le discours de Bayeux du 16 juin 1946 constitue pour beaucoup le véritable acte fondateur de la Ve République. Toutes les idées contenues dans ce discours sont reprises et développées afin d'élaborer la Constitution. Le général en confie la rédaction à Michel Debré. Le 28 septembre 1958, les Français consultés par référendum sur le texte de la future Constitution sont près de 80% à se prononcer en faveur de l'adoption du texte définitif. Il est promulgué le 4 octobre 1958 et publié au journal officiel dès le lendemain. La Constitution entre en vigueur immédiatement. Elle comprend, après le préambule et le rappel de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 94 articles, regroupés en 16 titres principaux. Le 8 janvier 1959, à l'Élysée, René Coty, dernier président de la IVe République, passe les pouvoirs à Charles de Gaulle, premier président élu de la toute nouvelle Ve République. La nouvelle Constitution comporte plusieurs articles inédits et novateurs. Le référendum populaire, le droit pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale, l'article 16 qui lui permet de se saisir à titre exceptionnel de tous les pouvoirs en cas de crise grave, ou encore l'incompatibilité d'un mandat parlementaire avec une fonction gouvernementale. Elle prévoit même la cohabitation entre un président et un premier ministre de sensibilités politiques différentes, ce qui fut le cas en 1986, 1993 et 1997. La naissance de la Ve République en 1958 est l'un des actes majeurs de la vie politique française du XXe siècle. La Constitution rédigée pour l'occasion est un modèle de modernité, de souplesse et d'originalité, qui est encore en vigueur de nos jours. La Ve République est née. Elle dure encore aujourd'hui et vient de fêter ses 50 ans. Malgré plusieurs crises graves, elle offre l'exemple d'une stabilité et d'une modernité encore sans précédent. À ce titre, les pères fondateurs de la Ve République, Charles de Gaulle et Michel Debré, comptent parmi les grands hommes de la nation. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream. Power that pervades everything. I have a dream.